En 2017, la saison 5 de la série Viking fait sortir la mémoire de Cassia de l'ombre. Représentée à l'écran par l'envoûtante Karima Adébib, l'histoire de la célèbre higoumène byzantine est pourtant totalement réinventée par la série. Rien n'est vrai, sinon la chanson réellement composée par Sainte Cassia au IXe siècle. Qui est-elle? Cassia. Απάτησα με ροδός θείον μου γράφους έστη. Elle s'appelle Cassia. Apparemment, c'est une chrétienne, une nonne. Elle dirigeait un monastère et elle écrit des chants religieux. Une nonne? Une femme de Dieu? Έρπαξα την από την ιερεμπόλην του Βυζαντίου. Τόξιν εξακούστη έστη. Ώστε ο βασίλευς εκατεδίκασε με. Απόφαση θανάτου διάδυναν. L'amiral dit qu'il l'a capturée à Byzance, la sainte cité. Et elle est si célèbre que l'empereur l'a condamnée à mort pour cet enlèvement. Cassia est mieux connue en Occident sous le nom de Cassienne de Constantinople, et si j'ai décidé de lui adresser ce modeste podcast, c'est parce qu'elle est reconnue comme la première femme compositrice de l'histoire dont les partitions ont été conservées jusqu'à nos jours. Ceci dit, il me faut vous faire une confidence. Peu de gens le savent, mais Cassia n'est pas la première femme dont nous ayons gardé les compositions. Non. Avant elle, il y eut Théodosia de Constantinople et la très discrète Thècle, surnommée la nonne. Si elles ont été éclipsées par Cassia, c'est parce qu'elles n'avaient pas vraiment de quoi rivaliser. Cassia nous a laissé près d'une 50aine d'œuvres, toutes très riches, toutes magnifiques, toutes très colorées. Et d'ailleurs, je vais vous laisser en juger avec cet extrait, on se retrouve dans quelques instants. Cassia est né vers 810. D'après le livre des Offices, son père était candidatos à la cour de Constantinople. Cette information nous renseigne sur les origines probablement nobles de Cassia, puisqu'au IXe siècle, la charge de candidatos était une distinction militaire distribuée à des grandes familles pour qu'elles puissent se maintenir auprès de l'empereur à la cour de Constantinople. Comme toutes les jeunes filles nobles à Constantinople, Cassia a reçu une très bonne éducation. Mais en plein IXe siècle, l'érudition n'est qu'une perle servant à mettre les femmes en valeur. Plusieurs témoignages, dont celui de Simeon le logothète, rapportent qu'elle aurait participé à un célèbre concours de beauté organisé par l'impératrice mère Euphrosyne pour son fils Théophile, le futur empereur. Cassia et toutes les jeunes filles nobles se seraient alors bousculées pour y participer dans l'espoir de se voir offrir une pomme d'or des mains de Théophile himself. Et oui, le bachelor existait déjà au IXe siècle. On n'a vraiment rien inventé. Subjugué par la beauté de Cassia, l'empereur se serait avancé vers elle et en bon macho qu'il était, il lui aurait dit en faisant référence à Ève croquant la pomme « De la femme vient le pire ». Courroucée, Cassia lui aurait répondu en référence à la Vierge Marie « Et de la femme vient le meilleur ». Vexé de se faire rembarrer par une femme, l'empereur se serait détourné d'elle pour lui préférer Théodora, une noble beaucoup plus docile, quoique, retenez bien son nom, il aura de l'importance pour plus tard. Après cet épisode très hypothétique, Cassia s'engage beaucoup plus sûrement dans la lutte qui oppose les iconodoules aux iconoclastes depuis plus de 100 ans. Faut que je vous explique. D'un côté, il y a les adorateurs des images pieuses, ce sont les iconodoules, et de l'autre, les destructeurs d'images qui saccagent les églises pour détruire mosaïques, statues et icônes peintes. Les iconoclastes prétendent obéir à l'Ancien Testament qui interdit l'idolâtrie. Cette crise particulièrement violente est une réaction aux conquêtes arabes, bulgares et slaves.
Tout commence en 717. Constantinople est étranglée, la ville est assiégée par les Arabes et par les Bulgares qui campent près d'Andrinople. La situation est désespérée, l'Empire est sur le point de succomber avant d'être sauvé in extremis par Léon III l'Isorien, le premier empereur iconoclaste qui dédie sa victoire à sa nouvelle doctrine religieuse. Il va l'appliquer de force à tout l'Empire et plus de 100 ans plus tard, les Romains ne sont toujours pas convaincus. Ils résistent. Cassia en tête. Et oui, car Cassia est une iconodoule acharnée qui n'hésitera pas à visiter des moines enfermés en prison pour leur apporter son soutien. Elle ira jusqu'à organiser l'évasion de quelques théologiens réfractaires. Son audace est à peine croyable en plein IXe siècle. Cassia est une résistante. Elle s'engage dans une lutte risquée pour sa vie et surtout pour sa liberté. Ses écrits ne laissent aucun doute sur ses inclinaisons idéologiques et ses prises de position finiront par la conduire en prison, où elle se fera fouetter, non parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle s'est opposée à la volonté de l'empereur. Malgré la dureté du châtiment, Cassia ne renonce pas. Elle ne se reniera jamais. Elle restera inflexible, orthodoxe avant l'heure. Son combat l'absorbe complètement. Elle ne se mariera pas. Des rumeurs prétendent même qu'elle se serait exilée en Crète et puis en Italie le temps que les choses se calment. Et justement, la subite mort de l'empereur Théophile va tout changer. Son fils est trop jeune pour régner, alors le pouvoir revient à sa femme. Vous vous rappelez ? L'insignifiante Théodora, celle qui avait gagné la Pomme d'Or. Eh bien, c'est elle qui va organiser le triomphe des images en 847. Pas si insignifiante, la Théodora. Cassia en profite pour revenir à la cour, et grâce à l'assentiment de la régente, elle va pouvoir fonder un monastère sur la 7e colline de Constantinople. Cassia devient higoumène, c'est-à-dire que c'est elle qui commande dans son propre monastère. Et partout dans l'Empire, on vient la visiter et l'interroger parce qu'elle est déjà célèbre. Elle passe son temps à écrire de la musique et aussi des textes moralisateurs qui laissent entrevoir un esprit maussade, tempétueux, indomptable. Cassia n'était pas une femme douce, sucrée et docile attendant sagement son prince charmant assise devant une fenêtre. Non. Elle était loin de l'image que l'on accole aux femmes au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, voici un extrait de ses textes. Il est dédié aux hypocrites. Je hais le fou qui pense être un philosophe. Je hais le riche qui se plaint comme s'il était pauvre. Je hais le silence lorsqu'il est temps de parler. Je hais celui qui enseigne sans rien savoir. Comme vous pouvez le constater, Cassia n'est pas commode, ni spécialement arrangeante avec les puissants, puisque voilà ce qu'elle envoie à Théodora, son amie d'enfance devenue régente. Écoutez, une femme travailleuse et prudente, même dans des moments difficiles, surmonte définitivement ses malheurs, mais une femme paresseuse, oisive et méchante, provoque intentionnellement son propre malheur, et bam dans tes dents. Et elle ajoute, ce n'est pas bon pour une femme d'être belle, parce que la beauté est distrayante. Mais si elle est laide et mal élevée, c'est encore pire. Et ce n'est pas tout, Cassia a détesté la stupidité, et voilà ce qu'elle écrit à ce propos. Il n'y a aucun remède à la stupidité. La connaissance chez une personne stupide est une stupidité supplémentaire. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche, Cassia meurt aux alentours de 865 et elle est canonisée presque immédiatement après sa mort, parce qu'elle fut persécutée pour ses croyances iconodoules. Pour finir, peut-on dire de Cassia qu'elle fut une féministe ? Cette question est évidemment anachronique. Cassia a beaucoup écrit sur les femmes et en particulier sur les prostituées qu'elle s'est évertuée à réhabiliter dans ses textes, refusant de les accabler ou bien de les condamner. Elle prêchait la bienveillance à l'égard du pécheur, mais aussi la dureté envers le péché. Elle n'avait pas de mots assez durs pour parler de la sexualité et du désir féminin. Ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est qu'elle n'a pas subi son temps. Elle a contribué à le transformer. Elle n'est pas restée une simple spectatrice, elle est venue sur la scène pour laisser son empreinte, maintenant indélébile dans l'histoire de l'humanité.